Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, le lancement par le chef du gouvernement de l'opération de distribution des kits scolaires. Au titre de l'année 2023-2024, plus de 3 millions de kits scolaires seront distribués gratuitement dans les écoles primaires publiques du pays. Dans ce journal, nous irons à l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, des images exclusives de la toute nouvelle infrastructure sanitaire de pointe. Plus besoin de se rendre en Europe ou en Afrique du Nord pour faire des explorations pointues des cancers de la prostate, du rein, du cou, des os et de la thyroïde par dosage radio-immunologique avec rayon nucléaire. Des images à voir dans ce journal. Et puis à l'étranger, à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec le régime militaire nigérien, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer hier le retour à Paris de l'ambassadeur français à Niamey ainsi que le retrait des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Patrick Hachi, le Premier ministre ivoirien, a procédé ce lundi au lancement de l'opération de distribution des kits scolaires au titre de l'année scolaire 2023-2024. Le lancement a eu lieu au groupe scolaire Agbangar, situé dans la commune de Yopougon. Cette année, ce sont plus de 3 millions de kits scolaires qui seront distribués gratuitement dans les écoles primaires publiques du pays, le tout d'une valeur d'un peu plus de 7 milliards de francs CFA. On fait le point avec Mardoché Kwasi. L'objectif de cette opération est d'accompagner les parents d'élèves au cours de cette période cruciale de rentrée scolaire. Elle répond à un souci majeur, notamment celui de lutter contre l'échec scolaire par le biais d'outils didactiques à même de soutenir les efforts des élèves, des enseignants et des encadreurs pédagogiques. Pour relever tous les défis de meilleurs résultats en fin d'année, il nous faut une synergie d'action commune. L'opération de lancement officiel des kits scolaires répond à un souci majeur, à savoir celui de lutter contre l'échec scolaire par le biais d'outils didactiques à même de soutenir les efforts des élèves, des enseignants et des encadreurs pédagogiques. Le but de l'opération est de créer les conditions d'un apprentissage équitable et inclusif pour chaque enfant de ce pays afin d'améliorer ses résultats scolaires et la qualité de l'école ivoirienne. Des kits entièrement gratuits pour garantir l'accès de chaque enfant à une éducation de qualité, tout en renforçant la chaîne pédagogique. Ceci à la grande satisfaction des élèves bénéficiaires directs de cette action du gouvernement. Nous vous remercions pour votre présence remarquable parmi nous ce jour. Ces kits scolaires que nous recevons vont soulager nos parents dans leurs dépenses. Nous nous engageons à être des élèves responsables pour une école de qualité et à faire bon usage de ces kits reçus. La distribution des kits scolaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, piloté par le Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement qui a appelé les parents d'élèves et leurs enfants à la responsabilité et au travail pour une école de qualité. Vous le savez, l'opération kits scolaire qui se déroule aux 4 coins du pays est l'une des nombreuses traductions de l'attention portée sur la Côte d'Ivoire et son président à notre jeunesse. C'est aussi et surtout l'illustration de l'importance que l'État accorde à la question de l'éducation. Chers parents, vous êtes, vous aussi, des acteurs majeurs de la communauté éducative. C'est sur vous que nous comptons pour aider l'école de Côte d'Ivoire à avancer plus vite. Depuis 2011, ce sont près de 50 millions de kits scolaires qui ont été distribués pour un montant de près de 130 milliards de francs CFA. Les élèves établis à l'intérieur du pays seront heureux de recevoir ces kits scolaires plus d'une semaine après la rentrée des classes. Plusieurs d'entre eux manquent encore à l'appel en zone rurale. Les parents d'élèves, pour la plupart des paysans, attendent de vendre leurs produits agricoles avant de procéder aux inscriptions de leurs enfants, comme nous le montre Pierre Dipomelin. Baoubli, village à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à quelques encablures de Diokoué dans le Guémont. Valérie, mère de 4 enfants,
sèche ses sèves de cacao dans l'attente de la fixation du prix. Seul revenu familial, ses filles attendent la vente des produits avant de regagner les classes. Je vis avec mes enfants. J'attends ce que je vends et puis ils vont partir à l'école. J'ai pris beaucoup. Ils n'ont qu'à nous arranger, augmenter le prix des cacao et donner le prix aussi un peu vite et puis les enfants vont aller à l'école. Par exemple, ça, nos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les vacances sont finies. Actuellement, on attend. Ils vont venir acheter les cacao et puis repartir s'inscrire à l'école. C'est pour cela qu'on est là. Comme Emmanuela, ils sont nombreux ces élèves dans les villages dont la scolarisation est totalement tributaire de la vente des produits agricoles. Le personnel enseignant fait le constat depuis le 11 septembre, date de la rentrée officielle. Beaucoup nous parlent de problèmes économiques. Certains nous disent qu'on n'a pas encore vendu cacao. Le mois de septembre est un moment de vache maigre pour les planteurs et cultivateurs. C'est une période où les produits agricoles ne sont pas encore massifs sur le marché. Dans le centre du pays, zone de production de l'anacarde, la situation n'est pas plus réluisante. Les planteurs sont encore très loin de la traite. Ils se tournent vers d'autres spéculations, telles que la tomate et le manioc, qui font malheureusement face à une mévente. C'est le moment des tomates. On vient de récolter. Maintenant, ça arrive à Abidjan, la bandit, le prix est tombé. C'est 50-50 le kilo. Donc, si tu as au moins 20 cartons là, 50-50 là, ça ne vaut rien, ça ne peut pas faire partie de l'enfant à l'école. Vraiment, c'est chaud. Donc, on attend encore quand on a fini de récolter là. Un peu qu'on va voir là, ça va faire partie des enfants. Tant qu'on n'a pas fait la récolte du manioc, on ne peut pas scolariser nos enfants. J'ai une de mes filles qui doit faire la terminale, mais elle risque de rater son année scolaire par faute de moyens pour l'inscrire. Comme solution dans ces zones rurales, des parents d'élèves plaident pour une rentrée scolaire en octobre. Étant cultivateur, on est obligé de faire avec le peu qu'on a pour que nos enfants aillent à l'école. Sinon, c'est octobre même qui nous arrangeait. Actuellement, mes enfants ne sont pas inscrits, je n'ai pas fait même l'inscription en ligne. Peut-être arranger tous les planteurs de ce pays-là pour faire au moins avancer la date des enfants à l'école, sinon on ne peut ni rien faire. Dans les grandes agglomérations, depuis le 11 septembre dernier, l'école a repris ses droits. Pour accompagner les familles démunies, plusieurs actions sont entreprises par les ONG, mais aussi par le gouvernement, à travers la distribution de kits et prise en charge scolaire. Le vent de la solidarité en ce début d'année scolaire vient de souffler des élèves issus de familles vulnérables. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a procédé, souvenez-vous, lundi dernier à la remise de prise en charge scolaire à des familles de victimes des crises ivoiriennes, une opération qui permet aujourd'hui à 218 enfants de 150 familles de poursuivre leurs études. Comment ces sommes perçues sont-elles utilisées et où en sont les bénéficiaires? L'éclairage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissieto. Tata Diarra rêve depuis son enfance d'exercer le métier d'hôtesse de l'air. Un rêve qui a failli être brisé par la perte de son père, seul soutien pour ses études. Grâce à la prise en charge scolaire accordée à sa mère, dans le cadre de l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, Kadijata et ses 3 frères ont pu poursuivre leurs études. C'est grâce à la prise en charge que mes enfants ont eu leur diplôme. Ça a permis à mes enfants de ne pas aller dans la rue. Parce que sans la prise en charge, je n'allais pas pouvoir scolariser mes enfants. Cet appui financier a permis à Kadijata de faire la première partie du chemin qui l'amène à son rêve. La suite s'annonçant relativement compliquée au vu des exigences financières de la suite de sa formation. Déjà, je tiens à remercier la ministre et le gouvernement parce que sans eux, je n'aurais jamais pu continuer mes études et avoir un bagage intellectuel comme ça. Mais maintenant que je veux entamer une autre formation, elle est beaucoup trop chère pour que je puisse la suivre. Donc si la ministre et le gouvernement peuvent m'aider à payer ma formation, ce serait énorme pour moi. Dans cette autre famille, Madoussou Diaby a à sa charge les 4 orphelins de sa sœur décédée en 2019. Auparavant, ses enfants ont perdu leur père, porté disparu pendant la crise de 2010-2011. Grâce à la prise en charge scolaire des enfants victimes des crises, ces enfants poursuivent sereinement leurs études, même si cet appui financier s'avère parfois insuffisant. Surtout quand la rentrée arrive, c'était vraiment difficile. Avec vraiment l'aide du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, vraiment, ça l'a beaucoup aidé aussi.
Parce que déjà à la rentrée, on arrive à inscrire les enfants, un peu payer les études. Mais je veux dire que franchement, avec 4 enfants, c'est pas facile. C'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Pour mon cas, l'aide financière est de 200 000. Or, ma scolarité est de plus de 400 000. Si Madame la ministre pourrait me trouver une bourse d'études à 100%, cela me ferait vraiment plaisir. Au moment de remettre ses prises en charge au titre de l'année scolaire 2023-2024, le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a tenu à rassurer les bénéficiaires et leurs parents, à les accompagner jusqu'au bout de leurs rêves. Cher papa, chère maman, si les enfants ont des difficultés dans le cursus normal, vous avez d'autres portes qui s'ouvrent au ministère de la Jeunesse et à l'enseignement professionnel. Notre objectif, nous, ce n'est pas que de remettre ces prises en charge-là, c'est de permettre à ces enfants, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils finissent le cursus scolaire, de pouvoir s'insérer dans la vie active. Les prises en charge, octroyées aux enfants des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, s'élèvent à 80 000 francs CFA pour les classes de CM, 100 000 francs de la 6e à la terminale et 200 000 pour les étudiants. Les images que vous allez voir sont exclusives. Ce sont celles de la première immersion d'une chaîne de télévision au sein de la toute nouvelle infrastructure sanitaire de pointe dont vient de se doter notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'IMENA, l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Depuis son ouverture au sein du CHU d'Abidjan-Cocody, plus besoin de se rendre obligatoirement en Europe ou en Afrique du Nord pour faire des explorations pointues des cancers de la prostate, du rein, du cou, des os et de la thyroïde par dosage radio-immunologique avec rayon nucléaire. Ces diagnostics, dont ceux de la maladie d'Alzheimer, de l'embolie pulmonaire ou encore des AVC et les insuffisances cardiaques et rénales sont désormais pratiqués dans cet institut où le nucléaire vient au secours de la santé des patients dans l'antre des médecins nucléaires ivoiriens. Un reportage exclusif de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. CHU, Centre hospitalier universitaire d'Abidjan-Cocody. À l'intérieur, l'IMENA, Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Après la chirurgie interventionnelle du cerveau, la nouvelle infrastructure hospitalière d'élite sur la route de l'ambition affichée du gouvernement de faire du pays un hub sanitaire à l'échelle régionale, l'œuvre de vie de ce professionnel de la santé. Premier médecin nucléaire ivoirien, il est aux petits soins de ce patient référé pour un examen de la thyroïde. Je viens vous chercher dans 1 minute pour faire l'examen. Le requérant est orienté à l'unité de scintigraphie. Dans ce département où les prestations, tout comme les dosages radio-immunologiques, ont démarré depuis fin juillet, il est reçu pour l'étape qui prépare l'exploration nucléaire. En médecine nucléaire, tout patient doit être injecté. On doit injecter le produit radioactif, voilà, ou bien le produit radiopharmacie. Voilà, c'est un marqueur qui va aller se fixer sur l'organe recherché. La dose requise administrée, le tube de réactif est mis à la poubelle plombée. Systématiquement, on dépose la seringue dans la poubelle plombée, voilà, par trop de radiation. Cap maintenant sur la salle de scintigraphie planaire. Sur les lieux, le gamma caméra planaire à tête circulaire grand champ. On va vous installer tout à l'heure sur l'appareil. Vous allez rester immobile pendant une dizaine de minutes. Le patient y est installé. À terme, place à l'examen. Dans le champ de rayon nucléaire, un malade quelque peu apeuré. L'agent à la manœuvre le rassure. Ne bougez surtout pas. N'ayez pas peur, on va le faire remonter. Peu après, rien à signaler. Avant le second patient du jour, le technicien en imagerie nucléaire revient sur l'examen. Nous venons d'assister à une scintigraphie thyroïdienne qui a été faite en administrant du technetium puis au malade. Juste une dose de 2 millicuries. L'exploration achevée, le patient devra revenir 24 heures après pour avoir son résultat. Un bilan déjà parvenu via câble connecté à la scintigraphie. L'on y retrouve le précurseur de la médecine nucléaire en Côte d'Ivoire. Cet examen est normal. On voit les 2 lobes de la thyroïde, le lobe gauche et le lobe droit, qui fixent normalement le radioélément et les parties qui ne sont pas thyroïdiennes fixent très faiblement. L'unité de médecine nucléaire est un rêve qui remonte à 2008. Des décennies après, elle prend corps et forme avec la construction de 40 salles
dont 19 salles spécialisées en médecine nucléaire. Celles-ci sont opérationnelles avec du matériel de pointe de scintigraphie, tomoscintigraphie et imageur hybride, ou encore les dosages RIA, radio-immunologie, permettant la réalisation de plusieurs examens de pathologies graves, dont les cancers de la prostate, du rein, des os et de la thyroïde. La médecine nucléaire est vraiment, en matière de diagnostic de la prostate, le gold standard. Avec quelques gouttes de sang, je peux dire qu'un malade a un cancer tout petit, même au début. On dose jusqu'au milliardième du gramme. Il y a une infection, petite infection qui met le patient en mal. Il n'a pas mal spécialement. Si vous l'envoyez en médecine nucléaire, on va prendre le sang du malade. On va sélectionner les globules blancs. On va les filtrer chez le même malade et on réinjecte ces mêmes globules blancs après les avoir marqués avec la radioactivité. Comme ce sont ces soldats, ils vont chercher et vont à l'endroit où il y a infection. Quand ils arrivent là-bas, on découvre la lésion, le lieu de cette infection mystique, et puis le chirurgien va évacuer. Au quotidien, outre les techniciens en imagerie, 3 médecins nucléaires ivoiriens et leurs maîtres, avec du matériel d'exploration de dernière génération, font tourner au quotidien le service. Une spécialité qui fait peur. C'est le nom qui effraie. Les doses que nous utilisons ne sont pas dangereuses, sinon on ne le ferait pas. Les radioactivités que nous utilisons sont très faibles et les patients ne doivent pas avoir peur du nucléaire. Avec le déploiement de la médecine nucléaire, plus besoin pour tout usager de soins vivant en Côte d'Ivoire de se rendre hors du pays pour bénéficier des prestations de cette discipline. Après le pari de sa mise en place, l'expert ivoirien, titulaire de 21 diplômes académiques, nourrit une nouvelle ambition, obtenir de nouveaux équipements de pointe pour ouvrir toutes les spécialités de cette discipline. Un autre rêve pour faire de la Côte d'Ivoire la destination privilégiée pour les explorations nucléaires à l'échelle régionale. Premier pays producteur et exportateur de noix de cajou brute, la Côte d'Ivoire vient de marquer un nouveau pas vers la consolidation de son rang dans le secteur de l'anacarde. Le pays a inauguré samedi une zone industrielle dédiée à la transformation de cette matière première agricole. Grâce à cette nouvelle infrastructure située au nord du pays, la Côte d'Ivoire compte accroître son niveau de transformation. Les précisions de Nadia Eidja. Zone agro-industrielle anacarde de Korogo. D'un coût de 7,5 milliards de francs CFA, ce site de 28,7 hectares dédié à la transformation de la noix de cajou dispose d'une plateforme de 17,45 hectares répartie en 7 lots industriels, d'une aire de séchage, de 3 entrepôts de stockage de 2500 m², d'un espace de valorisation des coques de cajou, d'aires de stationnement de camions lourds et de 2 postes de pesage. Aménagé par le Conseil du coton et de l'anacarde dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'anacarde, PPCA, cette zone industrielle est la bienvenue pour les producteurs du secteur. L'occupation de tous les lots par des industries permettra l'insertion professionnelle des populations riveraines et plus particulièrement des jeunes et des femmes, avec plus de 8000 emplois directs qui seront créés, dont 60% reviendront aux femmes. La réalisation de cet ouvrage stratégique a aussi contribué au renforcement des infrastructures au profit des populations et industries locales avec la réalisation d'un ensemble d'infrastructures. De 2011 à 2022, la production annuelle de noix brutes de cajou est passée de 400 000 tonnes à plus d'1,2 million de tonnes. La filière compte à ce jour une trentaine d'unités de transformation d'une capacité de près de 350 tonnes. D'où l'intérêt de cette nouvelle zone qui va contribuer à accroître le taux de transformation. C'est un enjeu vital pour le secteur ivoirien du cajou, car notre production de noix brutes a franchi le million de tonnes. Il nous faudra être capable de transformer localement la plus grande proportion de ce volume afin de créer de la valeur ajoutée localement et renforcer la position du cajou dans l'économie nationale. Avec cette nouvelle zone industrielle, la Côte d'Ivoire compte maintenir son positionnement de leader du marché. Le pays, premier producteur et exportateur de noix de cajou brutes, occupe également le 3e rang des transformateurs. En plus de cette zone agro-industrielle,
2 autres sont prévus par l'État dans les villes de Bondoukou et Séguéla. À l'étranger, en bref et en images, le pouvoir de transition au Mali a décidé hier du report de la présidentielle prévue en février 2024. Ce scrutin, très attendu, est censé signer le retour des civils à la tête du pays. Le gouvernement de transition au pouvoir à Bamako évoque des raisons techniques pour justifier ce report. Les 2 tours de la présidentielle étaient initialement prévus les 4 et 18 février 2024. Les nouvelles dates de l'élection présidentielle feront l'objet d'un communiqué ultérieurement, précise le porte-parole du gouvernement de transition. Toujours à l'étranger, à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec le régime militaire nigérien, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer hier le retour à Paris de l'ambassadeur français à Niamey, ainsi que le retrait des troupes françaises d'ici la fin de l'année. On fait le point avec Pierre Dipomela. La France s'apprête à quitter le Niger, son dernier allié au Sahel. Le président français Emmanuel Macron l'a annoncé, mettant ainsi fin à une décennie d'intervention militaire anti-djihadiste dans la région. Le départ de ces 1500 militaires sera précédé de celui de l'ambassadeur français à Niamey. Cette décision était une réclamation de la junte au pouvoir qui organise depuis 2 mois des manifestations appelant au départ de la France. Il y avait des décennies, ils disent qu'ils nous aident, on n'a vu aucun changement, donc on ne veut pas de leur aide. On est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur, parce qu'ils n'ont rien fourni ici au Niger. Ils n'ont pas pu éradiquer le terrorisme. Donc on a des arrière-pensées en ça, vraiment. On n'est pas ravis, vraiment, de leur compagnie avec nous. Je suis très content, très heureux aussi. Vraiment, les Français n'ont qu'à partir. C'est bon finalement, merci. Et ils n'ont qu'à garder tout ce qu'ils ont, mais nous, on n'a rien à voir avec eux encore. Merci. Et je ne veux pas que les militaires vont signer un contrat avec eux ou bien de négocier quelque chose. Non, on ne veut rien d'eux, ils n'ont qu'à rester chez eux. Ce retrait forcé intervient après celui du Mali en août 2022 et du Burkina Faso en février 2023. Jusqu'au coup d'État du 26 juillet, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, le Niger était l'un des derniers alliés de Paris au Sahel et la pièce centrale de son nouveau dispositif anti-djihadiste dans la région. La France ne disposera désormais que d'une présence au Tchad, avec un effectif de 1000 soldats dans cette région. Le retrait du Niger représentera un défi logistique pour les armées françaises s'il doit se faire en 3 mois, sur fond de dégradation de situation sécuritaire dans tout le Sahel. Au Niger seulement, une dizaine d'attaques djihadistes ont fait plus d'une centaine de morts, dont une moitié de civils, depuis le 26 juillet. Ibrahim, neveu et apprenti d'un charlatan, disparaît soudainement. Son corps sans vie est retrouvé plus tard en plusieurs morceaux dans la maison de son oncle. Plusieurs parties du corps sont introuvables. Tout porte à croire qu'il a été tué en rituel. Si vous voulez savoir la suite de cette histoire, suivez Focus Faits divers, à suivre dans quelques instants à 20h15 sur NCI. Et juste après, Focus Faits divers NCI Sport, évidemment, qui nous parle ce soir du stade des BMP, à la découverte également du stade Charles Konambani de Yamoussoukro. Évidemment, un entretien avec Cissé Cheikh Salah qui fait son bilan dans l'entretien exclusif à suivre dans NCI Sport. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Demain à 19h50, vous avez rendez-vous avec Mélina Makissi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.